2, 1, 2. 1, Oui, 2. ouais. Oui, bonjour. Donc je me présente, Moriba Bengali, directeur de Astrans, le pôle immobilier responsable de la société ARP Astrans, et Vitaly Kaplin, chef de projet au sein des équipes Astrans. Donc bonjour, et puis merci à toutes et à tous d'être présents pour la présentation que nous allons vous faire. Donc, juste 2 mots rapides sur la société. Je vais passer très très vite pour ceux qui souhaiteraient échanger avec nous et en savoir plus. On a un stand au numéro 45 sur le salon. Donc Arp Astrans, nous sommes une société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans l'immobilier, organisée autour de 4 pôles d'activité. Un pôle sur la programmation, le conseil et l'innovation en immobilier. Un deuxième pôle qui est consacré à la biodiversité et à l'intégration du vivant dans l'acte de construire. Un autre pôle qui est consacré à l'aménagement des espaces de travail en particulier. Et enfin, le pôle immobilier responsable qui porte la marque commerciale Astrans, donc que je dirige. Donc chez Astrans, on intervient au travers de 3 lignes de métier, du conseil destiné aux organisations et aux grandes opérations en matière de développement durable, la conduite de projet, donc où nous sommes présents au sein des équipes, soit en tant qu'AMO, soit en tant que bureau d'études environnement, en construction, en rénovation ou en aménagement. Et enfin, la ligne de métier ingénierie de la performance, au sein de laquelle on réalise l'ensemble des simulations et tout ce qui permet d'objectiver la performance environnementale d'une opération. Et enfin, nous sommes une société certifiée B Corp. Nous sommes la première société à travailler dans l'immobilier qui a été certifiée B Corp, ce qui traduit notre engagement en matière de RSE et sur les enjeux sociétaux, au-delà de la seule vocation de notre entreprise de faire du bénéfice, comme toute société qui existe. Notre ordre du jour, c'est de vous parler de la neutralité carbone au travers d'une certification, donc la certification zéro carbone, comment elle concourt à cet objectif et puis les outils qu'elle met à disposition pour y parvenir. Donc, je vais passer très, très rapidement sur les enjeux de la neutralité carbone, que vous connaissez tous en tant que professionnels de l'immobilier, acteurs de près ou de loin. Voilà. Vous avez tous pris connaissance du dernier rapport du GIEC qui fait état de notre retard par rapport à la trajectoire 1,5 degré vis-à-vis du réchauffement climatique. Donc, ce qui rappelle, si besoin en était, l'urgence d'agir par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, avec le secteur du bâtiment, de l'immobilier qui est en particulier concerné, puisqu'il est responsable de 30%, près du tiers des émissions de gaz à effet de serre. Les recommandations du GIEC se traduisent entre autres au travers de la stratégie nationale bas carbone qui nous engage tous à l'échelle territoriale vers une trajectoire de neutralité carbone à horizon 2050, avec 2 efforts à conjuguer, un effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre et puis un effort commun de création de puits de carbone afin d'atteindre cet objectif de neutralité. Et sur le secteur du bâtiment, ce graphique simplement pour illustrer le fait que c'est une question urgente, c'est une question d'actualité, de maintenant, pour agir dans la mesure où la première trajectoire qui était élaborée, c'est celle que vous voyez en vert clair dans le scénario initial de la stratégie nationale bas carbone, a été révisée à la hausse du fait qu'on était déjà en retard sur le secteur du bâtiment par rapport à ces objectifs-là. Donc l'urgence d'agir, elle est là et pour les acteurs du bâtiment, il y a un certain nombre d'outils qui existent sur le marché. Ici, vous avez une illustration issue des données qui sont publiées par le référentiel BBCA, le référentiel 9 en particulier, qui nous permet d'avoir une appréciation. Alors, c'est grosse maille, chaque projet a sa réalité, mais dans les grands ordres de grandeur, une répartition des émissions de gaz à effet de serre selon qu'on soit sur un bâtiment de bureau ou sur un bâtiment de logement. Donc le sujet de la performance énergétique est central puisqu'il est responsable de 30 à 50% des émissions de gaz à effet de serre selon l'objet immobilier dont on parle. Et les choix liés aux principes constructifs, aux matériaux et tout ce qui est en lien avec l'enveloppe peuvent représenter jusqu'à un tiers de cette décomposition des émissions de gaz à effet de serre. Donc la nécessité d'agir sur ces leviers conjugués, aussi bien la performance énergétique que la performance des matériaux, est quelque chose qui est fondamental. La représentation que vous avez ici porte sur une durée de vie de 50 ans sur un projet immobilier.
Donc pour accompagner les acteurs de l'immobilier, il y a un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui, qui continuent à se renforcer, à se consolider, à s'étoffer, parmi lesquels on peut citer le label BPOS, qui est plutôt axé sur la performance énergétique, comme on l'a vu précédemment, qui est un sujet central dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Vous avez l'expérimentation E+C-, donc, qui va se traduire par la RE 2020 normalement à partir du mois de janvier. Bon, je pense que maintenant je peux retirer mon normalement puisque ça y est, on y va. Et qui travaille sur la question des matériaux en simultané de la question de la performance énergétique. Vous avez évidemment le label BBCA, donc bâtiment bas carbone, qui est le premier label national à s'être concentré à 100% sur les questions liées au carbone dans l'immobilier. Et enfin, vous avez la certification zéro carbone, donc il y a une certification américaine qui a une approche différente des 3 précédentes qui ont été citées. Ce qu'elles ont en commun, l'ensemble de ces certifications, c'est qu'elles s'appuient sur une analyse de cycle de vie, donc une estimation des émissions de gaz à effet de serre liées à l'ensemble des choix sur une opération, choix constructifs et choix en matière de performance énergétique. Ce qui les différencie, c'est leur évaluation de la performance énergétique. Comme on l'a vu, ça représente 30 à 50%, donc ce n'est pas de l'ordre de l'épaisseur du trait. Les labels nationaux que nous avons aujourd'hui s'appuient sur le calcul RT, donc, qui s'appuie sur des scénarios conventionnels et qui écartent un certain nombre d'usages qui ne sont pas liés à l'immobilier. Le zéro carbone s'appuie sur une simulation énergétique dynamique qui, elle, prend en compte l'ensemble des composantes qui rentrent dans la consommation énergétique d'un bâtiment. Donc aujourd'hui, on se focalise sur la certification zéro carbone et on va vous la présenter en illustrant au travers d'un projet que nous menons et dont Vitaly va vous parler. Bonjour à tous. Donc, dans cette deuxième partie, effectivement, je vais vous présenter d'abord la certification zéro carbone dans sa généralité. Ensuite, le projet, donc l'entrepôt logistique Moissy 2DC1 sur lequel on a travaillé. Puis ensuite, je vais rentrer dans le détail au niveau de chaque objectif, et de pouvoir vous montrer de manière un peu concrète ce qu'on a mis en place sur ce projet-là et puis les quelques retours d'expérience qu'on peut avoir. Alors, pour commencer, la certification zéro carbone, c'est un programme de l'ILFI, donc l'International Living Future Institute, qui est une organisation américaine qui porte notamment le Living Building Challenge, qui est sa certification la plus connue et puis la plus ambitieuse. Et il porte également la certification zéro carbone, où aujourd'hui il y a 37 projets qui sont enregistrés dans le monde, 2 qui sont déjà certifiés, dont le projet Moissy 2DC1, qui est à notre connaissance le seul projet d'entrepôt logistique qui est en cours de certification. La philosophie générale de cette certification, il y a 6 objectifs principaux qu'on va détailler dans la suite de la présentation. 3 sur les matériaux, avec un seuil donc, de 500 kg de CO2 par mètre carré de surface de plancher, une réduction des émissions de 10% entre le début et la fin du projet, je vais y revenir, et puis la compensation carbone des émissions restantes, dans une idée de net zéro, de neutralité à l'échelle de ce projet-là. Et puis pour la partie énergie, d'abord aucune combustion sur le site, une réduction des consommations de 25% par rapport à un scénario de référence, et puis 100% d'énergie renouvelable qui alimente le projet additionnel. Le projet, c'est un projet d'entrepôt logistique, c'est à Moissy-Cramayel, donc en Saône-et-Marne, au sein d'une zone logistique. Le projet est porté par le maître d'ouvrage Prologis et est construit par l'entreprise, par le groupe IDEC. C'est un projet un peu pilote et un peu vitrine, puisqu'il y a un nombre de certifications assez grand, à des niveaux qui sont élevés, et en particulier donc, le Zero Carbon Certification, qui est donc une première, et puis en particulier aussi le WELL, donc une certification de confort santé bien-être, qui est portée par le maître d'ouvrage, qui veut faire de ce projet un projet un peu emblématique, et c'est aussi pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui. Donc maintenant, je vais rentrer dans le détail de chaque objectif et vous présenter à chaque fois les mesures, enfin les éléments qu'on a mis en place pour aller dans ce sens-là. Donc le premier objectif, c'est un seuil, 500 kg de CO2 par mètre carré de surface de plancher. Pour ceux qui ont des ordres de grandeur un peu chiffrés en tête, donc ça paraît très peu. Après, il y a une notion de périmètre qui est forcément importante. Si jamais on compare à un niveau C2 par exemple sur un bâtiment tertiaire, le niveau C2 il demande 900 kg de CO2 par mètre carré de surface de plancher. Mais il faut prendre en compte que ce n'est pas le même périmètre. Le zéro carbone, il exclut par exemple tous les équipements électriques et mécaniques qui sont aujourd'hui pris en compte par des lots forfaitaires, donc sur lesquels on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, en tout cas qui se retrouvent dans le calcul et qui pèsent pour à peu près 300 kg. Donc on passe de 900 à 600, donc vous voyez qu'on est déjà plus très loin. C'est un peu plus ambitieux qu'un niveau C2, mais ça reste avec un petit peu de travail atteignable. En termes de périmètre, ça exclut également la VRD, et puis comme une certification plus classique, notamment française, tout ce qui est mobilier et matériaux temporaires. Donc sur le schéma de droite, vous avez l'ensemble des lots
qui sont pris en compte dans ce référentiel. Aussi, les 500 kg ne dépendent pas du type de bâtiment, donc ce sont un entrepôt logistique, un bureau, un logement, une rénovation, une construction neuve, un aménagement intérieur. On est sur le même seuil. Le deuxième objectif, c'est une réduction de 10%, alors seulement sur une partie des lots. Par rapport aux deux graphiques camembert qu'on vous a présentés tout à l'heure, ce sont les lots les plus impactants. Donc là, on parle du gros œuvre, on parle de l'enveloppe, on parle des menuiseries, on parle du verre, du béton, du bois, des éléments qui sont vraiment clés. Et c'est sur ces éléments-là que la certification s'attache à avoir ces 10% de réduction sur ces lots. Le concept, c'est de réaliser une ACV de référence un peu en début de projet. Il faut pouvoir démontrer que cette ACV de référence en début de projet correspond aux pratiques courantes de la construction sur la typologie de projet concerné. Et ensuite, dans le projet, on fait des variantes, on travaille, on analyse. Et puis, entre le début et la fin du projet, il faut qu'on arrive à démontrer qu'on a 10% de réduction avec des variantes qui sont donc intentionnelles. Voilà, le fruit de travail au fur et à mesure de la conception. Le calcul, il se fait avec des FDES, donc les fiches de données environnementales et sanitaires, ou avec des EPD, donc qui sont leur équivalent international, puisque la certification se veut internationale. Et une autre différence avec le BCA et E+C- dans un souci d'homogénéité, dans la mesure où en France, on est très rigoureux sur les FDES, on a toujours l'analyse sur le cycle de vie. Ce n'est pas forcément le cas dans les EPD de tous les pays. Donc, à minima, le calcul se fait sur les phases A1 à A5, donc les phases, tout ce qui est conception, production et construction, avec les phases de fin de vie et d'utilisation sur le chantier qui peuvent être exclues, si on le souhaite, dans un souci d'un peu d'homogénéité. Ça, c'est peut être significatif. Quand on prend un calcul A1 à A5 d'une FDES française, on prend entre 70 et 90% de la part totale de la FDES. Donc par rapport au seuil de 500 dont on a parlé tout à l'heure et les seuils auxquels on est habitué, ça réduit encore un petit peu la difficulté de l'objectif. Sur notre projet dans l'entrepôt logistique, donc on avait une ACV de référence à 308, donc on a eu déjà largement en dessous du seuil, et on a réussi à atteindre environ 16% de réduction avec les actions principales suivantes. Donc, tout d'abord, nos entrepôts logistiques, en tout cas ceux qui sont construits par IDEC, sont principalement en béton, avec une charpente de béton. Donc sur celui-ci, on est passé sur une charpente bois, donc pas mal de calculs structurels, un impact sur le planning forcément qui est conséquent, un impact sur le coût qui a été raisonnable, mais qui a résulté dans une augmentation légère du coût. Et donc en passant d'une charpente béton à une charpente bois, on obtient à peu près moins 5% de réduction parmi les 16. Ensuite, le ciment du dallage béton dans la dalle principale béton de l'entrepôt est passé d'un CEM2 AS, ce qui est usuellement le type de béton qui est utilisé dans ces cas-là, à un CEM2B. Là-dessus, si ça va bien, voilà. Donc le CM2AS, c'est le marron, c'est la deuxième barre, et le CM2BL, par rapport aux différents types de ciment, c'est donc la cinquième barre, donc une réduction qui est légère. On a essayé de travailler vers du béton CEM3, donc la barre en bleu, qui est encore meilleure au niveau du carbone. À cause d'autres contraintes structurelles et techniques, on n'a pas pu aller au bout de ce projet-là, mais peut-être sur un prochain projet, on arrivera à mettre en place un béton encore plus bas carbone sur la dalle principale. Ensuite, un élément entre les panneaux béton devenait des panneaux cellulaires. Et puis un autre point qui est important, les lanterneaux et les portes de quai ne bénéficiaient que de FDES par défaut, créés par le ministère. Et donc on a demandé à des fournisseurs de réaliser leur propre FDES individuel. Et donc ceux qui ont été retenus sont les fournisseurs qui ont accepté de faire leur propre FDES, qui est une démarche quand même assez longue et assez coûteuse, mais ce qui a permis de faire une réduction significative dans le calcul de l'ACV. Du travail a été fait notamment sur la partie de matières recyclées dans les aciers. Un travail malheureusement qui n'a pas pu aboutir en valorisation dans la certification pour des raisons essentiellement administratives, d'attestation d'origine de l'acier recyclé parmi l'acier qui est fourni par nos fournisseurs. Sur l'objectif 3, donc la compensation de l'empreinte carbone des matériaux, donc l'empreinte carbone qui a été calculée dans l'ACV doit être compensée avec donc des crédits carbone achetés qui sont homologués, donc par le Gold Standard, le Voluntary Carbon Standard par exemple. Ces crédits carbone donc, doivent être certifiés pour assurer l'intégrité environnementale de ce choix de compensation, avec notamment les 4 critères principaux qui sont rappelés ici: l'additionnalité, l'unicité, la permanence et la vérification. Donc un crédit, c'est 1 tonne de CO2. En l'occurrence, notre projet, donc il y avait à peu près 26 000 tonnes de CO2 à compenser. Le choix donc, de Prologis, le maître d'ouvrage, s'est porté sur un projet de compensation au Mexique, où Prologis a pas mal d'activités, où le prix, pour information, est un petit peu en dessous de 10 € la tonne de CO2. Des crédits carbone donc, par le Verified Carbon Standard.
Alors, on peut penser que la compensation carbone, elle est plus efficace quand elle est proche, et ça, je ne peux que être d'accord avec vous. Les projets de compensation carbone qui sont en France sont plus chers, donc Prologis, pour aller un peu plus loin que l'idée du référentiel, a également décidé de compenser à l'échelle locale en France. C'est en cours de négociation, donc je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant d'un point de vue un peu concret. Mais après, il faut se rappeler que l'objectif fixé par la SNBC de neutralité carbone est un objectif à l'échelle mondiale. Et c'est aussi comme ça qu'on peut justifier le fait qu'en compensant à l'étranger, on essaye de participer à l'objectif de neutralité carbone à l'échelle mondiale. Je passe maintenant aux 4, 5, 6 qui sont nos objectifs axés sur l'énergie. Donc le raisonnement énergétique, il ne se fait pas en convertissant en grammes de CO2, il se fait en kilowattheures si vous préférez. À savoir, donc l'objectif 4, pas de combustion sur site, donc ça veut dire pas de chaudière avec des choses qui brûlent, pas de chaudière à bois notamment. L'objectif 5, c'est la réduction des consommations d'énergie, donc on fait une simulation énergétique dynamique, donc une simulation du bâtiment, de toutes ces consommations, de tous ces éléments de production, et on doit aboutir à 25% de réduction par rapport à un bâtiment équivalent selon la norme américaine correspondante, à savoir la norme ASHRAE. Donc on modélise notre bâtiment à nous. Le fait de le modéliser selon la norme ASHRAE signifie qu'on prend certaines caractéristiques, notamment au niveau de l'enveloppe, qu'on met en version de base. Et entre les deux projets, on doit atteindre 25% de réduction sur les consommations du bâtiment. Et enfin, l'objectif 6, donc toute l'énergie consommée doit être consommée par la production d'autant d'énergie issue de sources renouvelables additionnelles. Additionnelles, c'est important. Ça veut dire que si on consomme 100 en moyenne sur l'année, avec notre projet, d'après notre simulation énergétique dynamique, il faut qu'il y ait une production nouvelle qui n'existait pas avant le projet de 100, qui peut se faire soit avec une production sur place, donc en l'occurrence de la géothermie, des panneaux photovoltaïques sur place, soit en recourant à un contrat d'électricité verte, mais où le fournisseur d'électricité verte doit garantir que l'énergie produite est additionnelle, donc n'existait pas avant un nouveau champ solaire, des nouvelles éoliennes, etc. Les énergies renouvelables qui sont acceptées par la certification sont décrites à droite. Voilà. Une autre chose qui est importante par rapport à cet objectif, c'est que la certification est basée vraiment sur la réalité. Donc la certification est obtenue après 1 an d'utilisation du bâtiment en régime nominal et qu'en fait on regarde les compteurs à la fin de l'année de mesure. Et c'est là qu'on regarde combien on a consommé, combien on a produit. Donc ce n'est pas juste une simulation, il faut que le bâtiment vérifie vraiment dans les faits les exigences de la certification. En ce qui nous concerne, pour vous donner un exemple, la réduction des besoins obtenus dans notre simulation énergétique dynamique, donc moins 40% par rapport au scénario de base. 2 éléments principaux, une isolation renforcée par rapport aux entrepôts un peu traditionnels. Et le deuxième élément, on a augmenté largement la surface de lanterneau en toiture, avec 2 choses, donc plus d'éclairage naturel qui arrive dans l'entrepôt, et donc on diminue assez considérablement la demande en éclairage. Et puis ces lanterneaux qui peuvent s'ouvrir, et donc on diminue aussi les besoins en ventilation mécanique dans cet entrepôt. En termes de production locale d'énergie renouvelable, il y a 2 choses. La première, c'est la géothermie. Donc il y a 100 sondes géothermiques et 10 km de tuyaux sur les parkings, avec des pompes à chaleur RR qui, l'été, viennent prendre la chaleur extérieure et la mettre dans le sol. Et l'hiver, 3 pompes à chaleur géothermiques qui viennent produire la chaleur nécessaire dans l'entrepôt à partir de celle qui est stockée dans le sol. Donc la partie géothermique qui gère tout le chaud et le froid. 1,5 MW de panneaux photovoltaïques installés en toiture. Donc c'est en entrepôt, c'est grand, il y a quasiment 90 000 m² de toiture, donc tout n'est pas couvert par le PV, mais une bonne partie. Et donc avec ces 2 éléments, on ne couvrait pas la totalité des besoins énergétiques, aussi parce que dans l'entrepôt, il y a un data center et puis des processus industriels et logistiques qui sont assez consommateurs, qui sont pris en compte dans la SED. C'est l'ensemble des consommations qui sont prises en compte. Et donc on a également souscrit un contrat d'électricité verte par un corporate PPA. Donc un contrat entre Prologis, qui sera donc le propriétaire, et puis un fournisseur d'électricité verte. Et donc une garantie d'additionnalité. Donc le fournisseur s'engage à construire une nouvelle centrale, en l'occurrence une centrale solaire de 10 MW dans l'Aude, dimensionnée selon les besoins de l'entrepôt, et qui sera donc entre guillemets affectée au projet, bien qu'évidemment on ne parle pas des électrons qui vont strictement de l'un à l'autre, mais en termes de certificat d'électricité verte, c'est vraiment le concept. Là-dessus, un retour qu'on a, qui peut paraître évident quand on le dit maintenant, mais bon, par lequel on est passé, c'est qu'il faut s'y prendre largement à l'avance dans le projet, dès la phase programme probablement, afin de prendre contact avec un fournisseur d'électricité verte si on veut arriver à ça, parce que la construction d'une nouvelle centrale par un photovoltaïque, ça prend du temps. Donc l'entrepôt sera livré normalement à la fin de l'année, la centrale solaire sera livrée début 2024, donc le bâtiment ne sera officiellement certifié que vers 2024-2025.
Pour faire la synthèse donc, des principales actions menées pour atteindre les exigences de la certification zéro carbone, le camembert qui est à droite, c'est la répartition des réductions de carbone par rapport à l'état initial. Donc 39% par rapport à tout ce qui est matériaux, la charpente de bois, le dallage en béton bas carbone. 36%, donc là on a converti les kilowattheures en grammes de CO2 pour pouvoir faire un peu l'équivalence totale. Ce n'est pas strictement une demande du référentiel qui résonne vraiment en grammes de CO2 pour la partie matériaux et en kilowattheures avec les énergies renouvelables pour la partie énergie. Mais si on convertissait en grammes de CO2, il y aurait 36% de la réduction qui serait due au fait qu'on ait de la géothermie à la place de chaudières gaz qui sont habituellement ce qu'on met sur ce genre d'entrepôt. Le PV sur place, seulement 1% en grammes de CO2. Pourquoi? Parce que quand on calcule l'empreinte carbone des panneaux photovoltaïques qu'on installe sur le site et qu'on divise par l'énergie qu'ils produisent, on n'est pas si loin, on est un peu en dessous mais pas si loin de l'empreinte carbone moyenne du réseau électrique français, qui comme vous le savez est assez décarboné en tout cas pour l'instant. Et 24% au contrat d'électricité verte qui, donc d'après le calcul du fournisseur, est à 14 grammes de CO2 par kilowattheure, donc plus largement en dessous des 50 environ du réseau français. Plus, qu'on n'a évidemment pas mis dans le graphique, la partie compensation des matériaux qui vient se rajouter à cela. Bon, merci Vitaly pour la présentation. Alors, juste pour conclure, bon, on est un peu en avance sur le timing, une fois n'est pas coutume. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, bon, c'est une démarche assez complète, la certification zéro carbone. Au-delà de la démarche certification, ce qui nous paraît intéressant, c'est qu'elle met à disposition des outils, un schéma de raisonnement qui s'inscrit dans la finalité de la stratégie nationale bas carbone. Et comme vous avez pu le constater aussi, il y a un travail simultané sur la question des matériaux, donc en termes d'ingénierie de projet, mais aussi il y a tout un travail sur l'accompagnement des filières à se développer pour faire face à cet enjeu-là. L'exemple sur les lanterneaux n'est pas anodin. Voilà, pour aller dans ce genre de certification, un fournisseur qui fait l'effort de qualifier la performance environnementale de son projet voilà, aura d'autant plus de connaissances sur la question du carbone, d'autant plus de maîtrise sur ce sujet et sera en capacité d'accompagner d'autant plus de projets dans la suite. Voilà. Donc c'est un outil qui s'inscrit dans une démarche d'amélioration et d'accompagnement de l'ensemble des filières. Donc à initier dès le... Non mais c'est bon, on a le temps. à initier dès le programme, comme Vitaly l'a rappelé, en particulier pour les questions liées à la performance énergétique et surtout à la souscription des contrats d'électricité verte. Et puis voilà, le retour d'expérience aussi sur ces questions-là est très important parce que le mécanisme de certification, le dialogue avec l'organisme et puis le dialogue avec les différentes parties prenantes, les fournisseurs de contrats d'électricité verte, tout ce qui est en lien avec la compensation, voilà, sont également des facteurs déterminants pour le succès d'une telle opération. Voilà. Et enfin, dernier élément, ce qui est intéressant et ce qui est, alors plus qu'intéressant, ce qui est important dans la démarche de neutralité carbone vers laquelle on tend tous, c'est le côté factuel, vérifiable et par une tierce partie. C'est aussi un des éléments qu'offre cette certification zéro carbone, mais au même titre que plus c'est moins BBCA et les autres. Donc c'est en ça que ça nous paraît être un outil intéressant à embarquer sur les projets. Voilà, pour s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue pour tendre vers cet objectif de neutralité carbone. Donc nous avons un peu plus de 5 minutes pour pouvoir prendre les questions. On vous remercie pour votre attention. Oui, Régis Meyer. Bonjour. Et donc bravo, enfin, c'est un beau projet, mais j'aimerais savoir quand même, comme vous êtes un ingénieur, vous avez l'expérience d'autres certifications, vous avez forcément des aspects critiques sur cette approche zéro carbone. J'aimerais pouvoir les connaître. Moi j'en ai quelques-unes, mais je vous les dirai après. Oui, alors effectivement, c'est une démarche de certification. Bon, ce qu'il y a de commun aux démarches de certification, c'est qu'elles ont vocation à faire, voilà, à faire travailler des filières très inertielles dans des temps records, qui plus est à l'échelle internationale. Donc certainement, elle est perfectible. Après, c'est vrai que quand on rentre dans le concret, bon, il y a quelques points d'attention que Vitaly a déjà soulevés, notamment des composantes liées à l'impact carbone qui ne sont pas encore prises en compte par cette certification. Le fait que, alors,
Ça peut être critiquable sur cette opération. On ne pense pas que ça l'est, vu que Prologis a des activités internationales et beaucoup d'activités à l'international. Mais le fait que quand je réalise un projet en France, que ma compensation voilà, à 6000 km soit valorisée autant que ma compensation à 400 km de mon projet, ça c'est certainement un des leviers d'amélioration de ce schéma de certification. Encore une fois, sur cette opération, on a un acteur voilà, qui a une implantation internationale et qui, pour le coup, voilà, a du sens à compenser partout où il travaille. Alors, tu veux peut-être apporter d'autres précisions, Vitaly? Peut-être pour anticiper anticiper la suite de votre remarque, un autre point, c'est que le raisonnement énergétique part un peu du principe que les énergies renouvelables sont décarbonées, ce qui n'est pas complètement le cas, on est d'accord. Le but de la certification, c'est de pouvoir les promouvoir aussi sur, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur un spectre d'énergie renouvelable qui n'est pas très large. Donc par exemple tout ce qui est barrage hydraulique n'est pas considéré comme une énergie renouvelable par ce référentiel. Donc il y a aussi un peu des choix entre guillemets politiques qui sont faits. Après, je pense aussi que la certification est intéressante parce qu'elle est quand même assez ambitieuse et on le voit sur un certain nombre de projets, on a commencé à travailler dessus et puis au final, ça n'a pas pu se faire parce que c'est un peu compliqué quand même. Donc on pense qu'elle est quand même ambitieuse et qu'elle permet de largement progresser sur ces sujets-là au fur et à mesure des bâtiments qui sont certifiés. Ma principale critique, peut-être, ça serait sur l'obligation d'achat d'électricité verte. Je ne comprends pas ce... Alors, je peux comprendre dans des pays où il n'y a pas de politique, parce que sinon, vous rendez gris, finalement, les autres consommateurs. J'entends, juste pour pouvoir prendre d'autres questions, après je vous invite à venir en discuter. Le garde-fou qui est quand même mis en place par la certification et qui nous paraît intéressant, c'est le critère d'additionnalité par rapport à ces contrats d'achat d'électricité verte. Mais avec plaisir pour en débattre par la suite. Allô? Oui. Bonjour, Olivier Legras, je travaille pour le groupe Alci, qui est un promoteur immobilier privé. J'ai deux petites questions. La première, vous parliez tout à l'heure sur la réalisation de FDES individuels, d'impact sur le délai, le coût ou de surcoût. Est-ce que vous auriez quelques ordres de grandeur de ce que ça veut dire, notamment en termes de délai? Et deuxièmement, cette certification paraît adaptée sur ces incidences en exploitation, en choix de contrat, etc., à un propriétaire qui est aussi l'usager du bâtiment. Est-ce qu'on peut l'envisager dans un cas où le propriétaire du bâtiment logistique n'est pas l'usager? Je vais prendre la première question, je te laisserai répondre à la deuxième. Commence par la deuxième et puis je ferai la première. Pour la deuxième question, dans le cadre de notre bâtiment à nous, le preneur n'est pas Prologis, donc il y a un preneur extérieur. Donc c'est possible, ça demande effectivement un engagement du maître d'ouvrage qui est fort, donc en l'occurrence de Prologis, du propriétaire. Mais donc la réponse est factuellement oui, c'est possible, ça se fait bien. Et sur la première question, bon, vous comprenez mon hésitation. Voilà, nous, on est prestataires sur l'opération. On a deux donneurs d'ordre qui sont Prologis et IDEC, donc on ne va pas divulguer les éléments relatifs au coût. Après, sur la question du planning, sur une opération d'anthropologistique standard, probablement qu'il faudrait prendre un temps d'étude qu'en général, on n'a pas une fois que l'opération arrive dans les mains du contractant général. Ce qui s'est passé sur ce dossier, c'est qu'on a eu l'opportunité d'accompagner Prologis dès le début de ses réflexions. Et ensuite, quand la main est passée au contractant général IDEC, il y avait déjà un certain nombre de choses posées, un certain nombre d'études qui étaient déjà lancées. Donc voilà. Donc après, pour vous apporter une réponse concrète, je pense que dans un schéma classique où un contractant général prend en main le dossier et puis souhaite engager cette démarche-là, il faudrait probablement temporiser de l'ordre de 2 à 3 mois pour pouvoir mener un certain nombre d'études, un certain nombre d'investigations avant de pouvoir lancer les travaux et finaliser le choix des fournisseurs. La clé de la réussite, c'est de s'y prendre le plus tôt possible, mais je pense que vous le savez déjà. On a le temps pour une toute dernière question, il nous reste 1 minute, peut-être même moins. Non, bon c'est parfait. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention et puis à bientôt sur notre stand 45. Merci, bon salon à tous.